La Biélorussie a désormais officiellement franchi la ligne rouge, violé l'accord récent avec l'Ukraine et s'est engagée dans la campagne de drones longue portée de la Russie, en fournissant une infrastructure de relais sur son territoire pour guider en temps réel les drones Shahed. Le dernier indice en date provient d'une frappe de Shahed à réaction, guidée par caméra, contre la ville ukrainienne de Malyn. L'analyse de la trajectoire du drone montre qu'il suivait et manœuvrait au plus près de la frontière biélorusso-ukrainienne, avant de tourner le long d'une autoroute en direction de Korosten, puis de suivre une voie ferrée directement jusqu'à sa cible. Une telle navigation précise suggère fortement un contrôle continu par un opérateur, plutôt qu'un simple itinéraire GPS préprogrammé. Comme la cible se trouvait à environ 260 km de la frontière russe, maintenir un contact radio direct depuis la Russie seule aurait été techniquement impossible, aucun drone relais russe n'étant en vol dans les environs. Cela ne laisse comme seule explication que des stations relais au sol situées en Biélorussie, qui étendent la portée des communications et permettent aux opérateurs de modifier les itinéraires en temps réel pour éviter les défenses aériennes ukrainiennes, esquiver les drones intercepteurs lors de véritables duels aériens modernes et ajuster la trajectoire sur la cible, si nécessaire. Sans ces réseaux de relais, les drones Shahed seraient en grande partie limités à des points de passage prédéfinis, ce qui les rendrait nettement moins flexibles et plus faciles à intercepter. Cette évolution intervient après que le président biélorusse Loukachenko a déjà reçu un avertissement explicite de la part de Kiev, le président Volodymyr Zelensky ayant exigé que la Biélorussie démantèle toute infrastructure soutenant le guidage des drones russes, avertissant que l'Ukraine détruirait elle-même ce réseau si la Biélorussie ne prenait pas de mesures. Les responsables ukrainiens ont ensuite déclaré qu'environ 500 cibles à caractère militaire à l'intérieur de la Biélorussie avaient déjà été identifiées, au cas où l'aide aux opérations russes se poursuivrait. En conséquence, Loukachenko a cédé à la menace et a désactivé les relais, pour être finalement contraint par la Russie de revenir sur sa décision. Les récentes campagnes de frappe en profondeur menées par l'Ukraine contre la Russie montrent que de telles menaces ne peuvent être prises à la légère, l'Ukraine ayant à plusieurs reprises lancé d'énormes raids de drones impliquant jusqu'à 1000 drones longue portée en une seule nuit, frappant parfois simultanément Moscou, la Crimée et d'autres régions éloignées, tout en submergeant les défenses aériennes russes, pourtant très denses dans chacune d'elles. La Biélorussie ne possède rien de comparable au réseau défensif multicouche de la Russie. Avec son stock plus limité de systèmes S-300, quelques batteries S-400, des Buk, Tor, Pensir et des avions de chasse vieillissants, elle aurait d'énormes difficultés à répondre à des attaques de saturation à grande échelle de l'Ukraine. La proximité du pays avec le nord de l'Ukraine réduit encore davantage les temps de réaction, ne laissant que quelques minutes pour détecter, identifier et intercepter les drones entrants, rapides et volant à basse altitude avant qu'ils n'atteignent des infrastructures critiques. Parallèlement, provoquer des représailles ukrainiennes contre la Biélorussie pourrait en réalité servir les intérêts plus larges de la Russie et s'inscrire dans une stratégie russe d'ensemble. Il est quasiment certain que la remise en service des relais par la Biélorussie s'est faite sous la pression de Moscou, malgré la connaissance des menaces ukrainiennes et des risques encourus par la Biélorussie. La Russie espère qu'en forçant l'Ukraine à rediriger une partie de sa campagne de frappe longue portée vers les infrastructures militaires et de relais biélorusses, la pression sur le territoire russe pourrait diminuer. La Biélorussie deviendrait alors en quelque sorte un bouc émissaire, absorbant les représailles ukrainiennes, pendant que la Russie gagnerait un temps précieux pour reconstituer ses stocks d'intercepteurs et réorganiser ses défenses aériennes. Cependant, cette stratégie pourrait finalement échouer, car l'Ukraine dispose de bien plus d'options que les seules frappes de drones. Les relais de communication, les centres de commandement et les infrastructures de soutien situées en Biélorussie n'ont pas nécessairement besoin d'être détruits par des attaques aériennes de grande ampleur. Des opérations cyber, la guerre électronique, le sabotage ou l'infiltration de forces spéciales derrière les lignes ennemies pourraient neutraliser ces réseaux sans que l'Ukraine ait à utiliser ces moyens de frappe longue portée, d'autant plus que l'Ukraine est en train de créer une branche dédiée aux forces cyber au sein de ses forces armées, avec une infrastructure de recherche spécialisée pour ces unités. Une telle approche permettrait à l'Ukraine de maintenir la grande majorité de sa campagne de drones contre les installations pétrolières russes, les centres logistiques et les infrastructures militaires, tout en affaiblissant simultanément le soutien biélorusse par des moyens clandestins. Plutôt que de devoir choisir entre la Russie et la Biélorussie, l'Ukraine dispose d'une large gamme d'instruments complémentaires capables d'opérer en parallèle, refusant ainsi à Moscou le répit qu'elle espère obtenir en impliquant davantage la Biélorussie dans le conflit.
Dans l'ensemble, l'Ukraine est préparée à tous les scénarios, et l'annonce publique selon laquelle environ 500 cibles prioritaires ont déjà été sélectionnées en Biélorussie démontre une planification de contingence approfondie, bien avant que toute riposte ne devienne nécessaire. Alors que la Biélorussie facilite à nouveau les attaques de drones russes via des stations relais, Loukachenko a franchi la ligne rouge dont Kiev l'avait averti quelques semaines plus tôt. Que l'Ukraine réagisse finalement par des frappes de drones longue portée, des opérations cyber, du sabotage ou des forces spéciales, la réalité fondamentale demeure inchangée. La Biélorussie a sciemment accru son implication dans les attaques russes et rien n'indique désormais que Kiev ait l'intention de laisser cette décision impunie. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.